Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui est non seulement tragique, mais qui franchement n'aurait jamais dû arriver. C'est l'histoire de Serena Vermersch, une jeune youtubeuse dont la mort a révélé des failles absolument impardonnables dans notre système judiciaire. Et c'est vraiment ça, le cœur du problème. Ce n'est pas juste l'histoire d'un crime terrible, c'est l'histoire d'un échec. Un échec prévisible du système, un échec qui aurait pu et qui aurait dû être évité. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. On est le 15 septembre 2014. On va d'abord faire connaissance avec Serena, puis retracer les dernières heures de cette soirée, une soirée qui a commencé comme n'importe quelle autre, avant de virer au cauchemar. Parce qu'avant d'être une victime, Serena était une jeune femme pleine de vie. Sa chaîne YouTube, Irina Cutie, ce n'était pas pour devenir une star ou quoi que ce soit, non. Son but, c'était juste de créer des choses, de partager sa joie de vivre et de connecter avec les gens. C'était ça, sa passion. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est à quel point tout était normal ce soir-là. Une journée de cours, un trajet en bus, la routine quoi. Une routine qui s'est brisée net. À 20h30, elle aurait dû être chez elle. Mais les minutes passent, puis les heures, l'inquiétude grandit et puis c'est la panique. Sa famille alerte la police et les recherches démarrent. Le lendemain, le peu d'espoir qu'il restait de retrouver Serena saine et sauve va voler en éclats. La recherche prend une tournure absolument dévastatrice et va confirmer les pires craintes de toute une communauté. C'est un volontaire, un simple citoyen qui participait aux recherches, qui fait la découverte macabre. Le corps de Serena, dans une zone boisée, isolée, près des voies ferrées, à quelques mètres à peine du chemin qu'elle prenait tous les jours pour rentrer. Elle était si proche de la sécurité de son foyer. Et là, l'ambiance dans la communauté change du tout au tout. L'espoir a laissé place au chagrin et puis très très vite à une immense colère. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ici ? La peur s'est installée. La peur que ce soit une attaque au hasard et que le tueur soit toujours là quelque part. Forcément, toute l'attention se tourne maintenant vers la police. Les enquêteurs commencent à rassembler les pièces de ce puzzle horrible pour retrouver la personne responsable de cet acte aussi brutal qu'insensé. L'enquête avance vite, heureusement, grâce à plusieurs indices décisifs. Il y a un témoin crucial qui a vu un homme suspect et surtout son véhicule, une camionnette Dodge argentée, tout près des lieux. La police épluche des heures de vidéosurveillance et lance un appel aux passagers du bus de Serena. Chaque détail compte. Et puis, c'est la percée. 5 jours seulement après la disparition, la police arrête un suspect de 43 ans. Et là, le choc, cet homme n'est pas un inconnu, loin de là. Il est même très très bien connu de leur service. C'est ici que toute l'histoire bascule. Vraiment. La question n'est plus qui a fait ça, mais comment a-t-on pu laisser faire ça ? L'identité du tueur va provoquer une onde de choc dans tout le pays. Son nom est Raymond Lee Cassie. Un nom associé à un passé criminel si lourd que sa présence en liberté, eh bien, c'était une bombe à retardement. Cette citation, elle est absolument glaçante. Il a lancé ça en 1991 en sortant du tribunal. Ça donne une idée du personnage, aucun remords, arrogant. Il voyait déjà sa peine de 22 ans comme une simple parenthèse avant de recommencer. 8. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de fois où la commission des libérations conditionnelles a regardé son dossier et a dit « Non, cet homme est beaucoup trop dangereux pour la société ». La menace, elle était identifiée encore et encore. Et le plus sidérant, le plus fou dans tout ça, c'est que lui-même il le savait. Il l'a admis, noir sur blanc, qu'il ne contrôlait pas ses pulsions et qu'il avait peur de ce qu'il ferait une fois dehors. La tragédie n'était pas seulement prévisible, elle a été annoncée par son propre auteur. Son parcours criminel est effrayant. Des décennies de violence, un refus total de se soigner en prison et une classification officielle comme étant à haut risque. Les autorités étaient si inquiètes qu'elles ont même émis un avertissement public le jour de sa libération pour dire aux habitants « Attention, un prédateur vit parmi vous ». 15 mois, c'est tout le temps qu'il a fallu pour que les pires craintes du système se réalisent. Après 22 ans de prison, il n'a fallu qu'à peine plus d'1 an pour qu'il trouve une nouvelle victime. On passe maintenant au dernier chapitre de cette histoire, les procédures judiciaires et les questions douloureuses qui restent encore aujourd'hui.
Une grosse source de frustration pour le public, ça a été l'accusation. Cassier a été accusé de meurtre au 2e degré et non au 1er. La raison est technique. Au Canada, le 1er degré exige de prouver la préméditation. Et sans preuve directe qu'il avait planifié de tuer Serena ce soir-là, les procureurs ont choisi une accusation plus facile à prouver, mais qui semblait bien insuffisante pour beaucoup. Le processus a été long. Pendant 3 ans, il a nié. Et puis, à la toute dernière minute, juste avant son procès, revirement total. Il a plaidé coupable, sans doute pour éviter un procès public. Le résultat, prison à vie, mais avec une possibilité de demander une libération conditionnelle après 17 ans. On parle souvent de tourner la page après un verdict. Mais pour une perte aussi profonde, est-ce que c'est vraiment possible? Pour la famille de Serena, la condamnation a mis un point final à la procédure, mais elle n'a jamais pu combler le vide immense laissé par sa disparition. Et c'est la question qui hante toute cette affaire. Quand tous les signaux d'alarme sont au rouge, quand le danger est connu, documenté et même avoué par l'intéressé, comment le pire peut-il quand même arriver? Quand le système échoue à ce point, qui est responsable? C'est la question fondamentale que nous laisse la mémoire de Serena Vermèche.